L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus.
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie. Chapitre 16. Système musculaire. Partie 1. Interaction musculaire. Les mouvements du squelette impliquent souvent la réalisation d'actions contraires par des paires de muscles, comme la flexion et l'extension ou le fait de se courber et de se redresser. Les muscles concernés par ces actions paires portent le nom de muscles agonistes et muscles antagonistes. Un muscle se contractant pour générer la majeure partie de la force requise pour une action est appelé premier moteur ou agoniste pour cette action. Les muscles effectuant l'action paire et opposée prennent le nom d'antagonistes. Les agonistes de la flexion du coude sont les muscles qui se contractent afin d'amener l'articulation du coude en position fléchie. Les antagonistes sont des muscles responsables de l'action contraire, à savoir l'extension du coude. Lorsque l'action d'extension du coude a lieu, les rôles s'inversent. Le triceps brachial devient agoniste et se contracte pour étirer le membre, alors que le biceps brachial se relâche et fonctionne comme un antagoniste. Les interactions musculaires dans l'ensemble des régions du corps se traduisent par des actions paires. Elles comprennent la flexion et l'extension, l'élévation et la dépression, et la pronation et la supination. Partie 2. Site de fixation des muscles squelettiques. Les muscles squelettiques sont fixés au squelette par des tendons. Les endroits où les tendons fixent le muscle à 2 os s'articulant portent les noms de points d'origine et points d'insertion. Lorsqu'un muscle se contracte, le ventre, la partie intermédiaire du muscle, raccourcit et rapproche un os de l'autre. En général, le point d'insertion d'un muscle se trouve sur l'os en mouvement, tandis que le point d'origine est situé sur l'os fixe. Lors de la flexion du coude, le biceps brachial attire le radius vers le haut, en direction de l'humérus. Partie 3. Lever de menton, les muscles en tant que levier de première classe. Le mouvement permettant de lever le menton recourt à un système de levier de première classe. Un levier de première classe agit comme une planche à bascule. Le point d'appui se trouve au centre et la charge et l'effort aux extrémités opposées. Lorsque les muscles du cou se contractent, ils tirent l'arrière du crâne vers le bas et attirent cette partie de la planche à bascule vers le bas. La charge du côté opposé, l'avant du crâne, est ainsi soulevée vers le haut. Partie 4. Élévation du mollet, les muscles en tant que levier de deuxième classe. Pour se tenir sur la pointe des pieds, il faut recourir à un système de levier de deuxième classe. Les leviers de deuxième classe fonctionnent comme le ferait une brouette. Le point d'appui
les roues à une extrémité, l'effort, le soulèvement vers le haut, à l'extrémité opposée et la charge au milieu. Lorsque les muscles du mollet se contractent, ils sont attirés vers le haut et déplacent le poids du corps sur la plante du pied. Partie 5. Flexion du coude. Les muscles en tant que levier de troisième classe. Certains mouvements, comme soulever la main ou fléchir le poignet, recourent à un système de levier de troisième classe. Un levier de troisième classe est comparable à une canne à pêche. Le point d'appui est situé à une extrémité, la charge à l'autre extrémité, et l'effort est placé au milieu. Lorsque les biceps se contractent, ils attirent les os de l'avant-bras vers le haut. Les os de l'avant-bras pivotent sur l'articulation du coude et attirent la main vers le haut. Partie 6. Expression faciale, cuir chevelu et sourcils. Les muscles occipitofrontaux et corrugateurs des sourcils font bouger le front et les sourcils, tandis que les muscles élévateurs des paupières supérieures et orbiculaires de l'œil nous permettent d'ouvrir et de fermer les yeux. Occipitofrontal épicrânien, corrugateur du sourcil, élévateur de la paupière supérieure, orbiculaire de l'œil. Partie 7. Expression faciale, partie supérieure de la bouche. Le muscle orbiculaire de la bouche nous fait pincer les lèvres. Les muscles zygomatiques soulèvent les coins de la bouche. Les muscles élévateurs élèvent la lèvre supérieure et les coins de la bouche. Et le buccinateur comprime les lèvres. Orbiculaire de la bouche, grand zygomatique, petit zygomatique, élévateur de la lèvre supérieure, élévateur de l'angle de la bouche, buccinateur. Partie 8. Expression faciale, partie inférieure de la bouche. Les muscles abaisseurs attirent la lèvre inférieure et les coins de la bouche vers le bas. Le risorius attire les lèvres vers le côté. Le mentonnier fait dépasser la lèvre inférieure et le muscle possier du cou abaisse le mandibule et tend le cou. Abaisseur de l'angle de la bouche. Abaisseur de la lèvre inférieure. Risorius. Mentonnier. Possier du cou. Partie 9. Muscles intrinsèques de l'œil. Les muscles droits supérieurs, inférieurs, latéraux et médiaux font regarder les yeux vers le haut, le bas, le côté latéral et le côté médial. Les muscles obliques supérieurs et inférieurs font rouler les yeux vers le bas et le haut. Droit supérieur, droit inférieur, droit latéral, droit médial, oblique supérieur, oblique inférieur. Partie 10. Mastication. Les muscles masséters et temporaux élèvent la mandibule lors de la mastication, tandis que les muscles ptérygodiens font avancer la mandibule vers l'avant et permettent d'effectuer un mouvement de broyage d'un côté à l'autre. Masséter profond, masséter superficiel, temporal, ptérygoïdien médial, ptérygoïdien latéral. Partie 11. La langue. Les muscles entourant la langue font bouger vers l'avant le bas et le haut. Génioglosse, ioglosse, palatoglosse,
styloglosse, langue. Partie 12. Cou, muscles supra-iodiens. Les muscles supra-iodiens élèvent l'os hyoïde et le larynx, élargissant ainsi le pharynx et fermant la trachée lors de la déglutition. Digastrique, stylo-iodien, mylo-hyoïdien, génio-hyoïdien. Partie 13. Cou, muscles infra-hyoïdiens. Les muscles infra-hyoïdiens attirent l'os hyoïde et le larynx vers le bas. Homo-hyoïdien, sterno-hyoïdien, sternothyroïdien, thyro-hyoïdien. Partie 14. Cou, mouvement de la tête. Les muscles du cou et de la colonne vertébrale supérieure permettent de fléchir et de faire pivoter la tête et le cou. Sternocléidiomastoïdien, semi-épineux de la tête, splénus de la tête, longissimus de la tête, scalène. Partie 15. Colonne vertébrale splénus. Les muscles splénus fléchissent latéralement, étirent et font pivoter le cou. Splénus de la tête, splénius du cou. Partie 16. Colonne vertébrale, muscles érecteurs du rachis. Les muscles érecteurs du rachis correspondent à des muscles superficiels du dos. Ils agissent comme des muscles protagonistes ou agonistes lors de l'extension de la colonne vertébrale. Épineux, longissimus, liocostal. Partie 17. Muscles érecteurs du rachis épineux. Les muscles épineux correspondent aux muscles érecteurs du rachis situés en position la plus médiale. Ils étirent la colonne vertébrale. Épineux du cou, épineux du thorax. Partie 18. Muscles érecteurs du rachis longissimus. Les muscles longissimus se trouvent entre les épineux et les iliocostaux. Ils étirent et fléchissent latéralement la colonne vertébrale. Longissimus de la tête, longissimus du cou, longissimus du thorax. Partie 19. Muscles érecteurs du rachis iliocostaux. Les muscles iliocostaux sont les muscles érecteurs du rachis situés en position la plus latérale. Ils étirent et fléchissent latéralement la colonne vertébrale. Iliocostal du cou, iliocostal du thorax, iliocostal des lombes. Partie 20. Colonne vertébrale transversaire épineux. Le groupe des muscles transversaires épineux regroupe les muscles semi-épineux, multifides et rotateurs. Semi-épineux, multifides, rotateurs. Partie 21. Muscles traversaires épineux, semi-épineux. Les muscles semi-épineux sont des muscles profonds du dos permettant d'étendre et de faire pivoter la colonne vertébrale. Semi-épineux de la tête, semi-épineux du cou, semi-épineux du thorax. Partie 22. Muscles traversaires épineux rotateurs. Les muscles rotateurs sont des muscles profonds du cou permettant d'étendre et de faire pivoter la colonne vertébrale. Court rotateur, long rotateur. Partie 23. Colonne vertébrale, muscles segmentaires. Les muscles interpineux étirent la colonne vertébrale tandis que les intertransversaires la fléchissent latéralement. Interépineux,
intertransversaire. Partie 24. Colonne vertébrale scalène. Les muscles scalènes fléchissent et font pivoter le cou. Ils élèvent les deux côtés supérieurs lors de l'inspiration. Scalène antérieur, scalène moyen, scalène postérieur. Partie 25. Colonne vertébrale, muscle fléchisseur de la colonne vertébrale. Le muscle long de la tête, le muscle long du cou et le carré des lombes permettent de fléchir la tête et la colonne vertébrale. Long de la tête, long du cou, carré des lombes. Partie 26. Abdomen. Les muscles de l'abdomen ont plusieurs fonctions. Ils compriment et protègent les viscères, favorisent la respiration forcée et font pivoter le tronc. Droit de l'abdomen, oblique externe, oblique interne, transverse de l'abdomen. Partie 27. Pelvis, diaphragme pelvien. Les muscles élévateurs de l'anus et coccygien qui forment le diaphragme pelvien soutiennent le plancher pelvien et l'attirent vers le haut de la défécation. Élévateur de l'anus, coccygien. Partie 28. Pelvis, muscle superficiel du périnée. Les muscles transverses superficiels du périnée soutiennent le centre tendineux du périnée. Les muscles bulbo-spongieux et ischio-caverneux maintiennent l'érection du pénis ou du clitoris. Transverse superficiel du périnée, bulbo-spongieux chez l'homme, ischio-caverneux chez l'homme. Partie 29. Pelvis, muscle profond du périnée. Les muscles transverses profonds du périnée soutiennent le centre tendineux du périnée et le sphincter anal externe ferme l'anus. Transverse profond du périnée, sphincter anal externe. Partie 30. Thorax, respiration. Le diaphragme est le protagoniste de l'inspiration. Les muscles intercostaux externes facilitent l'inspiration tandis que les intercostaux internes favorisent l'expiration forcée. Diaphragme, intercostaux externes, intercostaux internes. Partie 31. Thorax, mouvement de la ceinture scapulaire, groupe antérieur. Les muscles subclavier, petit pectoral et dentelé antérieur déplacent la scapula et stabilisent la ceinture scapulaire. Subclavier, petit pectoral, dentelé antérieur. Partie 32. Thorax, mouvement de la ceinture scapulaire, groupe postérieur. Le trapèze et les élévateurs des scapulas jouent le rôle de protagonistes dans l'élévation de l'épaule, tandis que les rhomboïdes tirent la scapula vers l'arrière et la stabilisent. Trapèze, élévateur de la scapula, grand rhomboïde, petit rhomboïde. Partie 33. Bras, muscles, protagonistes. Les muscles, grands pectoraux, grand dorsal, et deltoïde recouvrent l'articulation scapulo-humérale et s'insèrent sur l'humérus. Ces muscles sont les protagonistes du bras. Grand pectoral, grand dorsal, deltoïde. Partie 34. Bras, muscles, synergistes, fixateurs. Des muscles supplémentaires situés dans la ceinture scapulaire et le bras stabilisent et facilitent les mouvements de l'humérus. Supraépineux,
infraépineux, petit rond, subcapulaire, grand rond, coracobrachial. Partie 35. Bras, coiffe des rotateurs. Les muscles de la coiffe des rotateurs facilitent la rotation du bras et empêchent la dislocation de l'articulation scapulo-humérale. Supraépineux, infraépineux, petit rond, subcapulaire. Partie 36. Avant-bras, muscle fléchisseur du coude. Le biceps brachial et le brachial sont les principaux muscles de la flexion du coude. Le brachio-radial facilite lui aussi la flexion du coude. Biceps brachial, chef long. Biceps brachial, chef court. Brachial, brachio-radial. Partie 37. Avant-bras, muscle extenseur du coude. Les muscles triceps brachiaux sont des principaux muscles de l'extension du coude. L'enconé est un muscle synergiste assistant de l'extension. Triceps brachial chef long, triceps brachial chef latéral, triceps brachial chef médial, enconé. Partie 38. Avant-bras, pronation, supination. Les muscles pronateurs sont en charge du mouvement de pronation de l'avant-bras, faisant ainsi pivoter le radius. Le muscle supinateur inverse leur action, mouvement de supination. Rond pronateur, carré pronateur, supinateur. Partie 39. Main, muscles fléchisseurs superficiels. Les muscles fléchisseurs superficiels de la main entraînent la flexion du poignet dans le cas du muscle fléchisseur superficiel des doigts, la flexion des doigts 2 à 5. Fléchisseur radial du carpe, long palmaire, fléchisseur ulnaire du carpe, fléchisseur superficiel des doigts. Partie 40. Main, muscles fléchisseurs profonds. Les muscles fléchisseurs profonds de la main permettent de fléchir le pouce et les doigts. Long fléchisseur du pouce, fléchisseur profond des doigts. Partie 41. Muscles extenseurs superficiels. Les muscles extenseurs superficiels de la main permettent d'étendre le poignet. L'extenseur des doigts et l'extenseur du petit doigt étendent les doigts et le petit doigt auriculaire. Long extenseur radial du carpe, court extenseur radial du carpe, extenseur des doigts, extenseur du petit doigt, extenseur ulnaire du carpe. Partie 42. Main, muscle extenseur profond. Les extenseurs profonds de la main permettent au pouce d'effectuer un mouvement d'adduction et d'extension. L'extenseur de l'index étend l'index. Long abducteur du pouce, long extenseur du pouce, court extenseur du pouce, extenseur de l'index. Partie 43. Droit muscle ténard. Les muscles ténards de la main permettent le mouvement du pouce, premier doigt. Court abducteur du pouce, opposant du pouce, court fléchisseur du pouce, adducteur du pouce. Partie 44. Droit, muscle hypoténard. Les muscles hypoténards de la main permettent le mouvement du petit doigt, cinquième doigt. Abducteur du petit doigt, court fléchisseur du petit doigt, opposant du petit doigt. Partie 45. Doigt, muscle palmaire du groupe intermédiaire. Les mouvements précis des doigts sont effectués grâce aux muscles palmaires du groupe intermédiaire. Les lombricaux fléchissent et étendent les doigts tandis que les interosseux
palmaires leur font effectuer un mouvement d'adduction et les interosseux dorsaux un mouvement d'adduction. Lombricaux, interosseux palmaires, interosseux dorsaux. Partie 46. Cuisses, muscles iliopsoas. Les muscles iliopsoas sont des muscles fléchisseurs de la cuisse. Le grand psoas joue un rôle dans le maintien de la position debout. Grand psoas, petit psoas, iliaque. Partie 47. Cuisses, muscles glutéaux. Les muscles glutéaux étendent et font pivoter la hanche. Grand glutéal, moyen glutéal, petit glutéal. Tenseur du fascia lata. Partie 48. Cuisses, muscles rotateurs latéraux. Les rotateurs latéraux correspondent à une série de petits muscles situés à proximité de l'articulation de la hanche et permettent la rotation latérale de cette dernière. Obturateur externe, obturateur interne, jumeau supérieur, jumeau inférieur, carré fémoral, piriforme. Partie 49. Cuisses, loge antérieure. Les 4 chefs du quadriceps fémoral permettent l'extension du genou et le sartorius joue un rôle dans la flexion du genou et de la hanche. Quadriceps fémoral, sartorius. Partie 50. Loge antérieure quadriceps. Les 4 chefs du quadriceps fémoral permettent l'extension du genou et s'insèrent par le biais d'un tendon commun, le tendon du quadriceps sur la patella. Droit fémoral, vaste latéral, vaste médial, vaste intermédiaire. Partie 51. Cuisse, loge médiale. Les 3 muscles adducteurs aidés par le pectiné et le gracile permettent l'adduction et la rotation de la hanche. Abducteur, pectiné, gracile. Partie 52. Loge médiale, adducteur. Les muscles courts adducteurs, longs adducteurs et grands adducteurs permettent l'adduction et la rotation de la hanche. Court adducteur, long adducteur, grand adducteur. Partie 53. Cuisse, loge postérieure, ischio-jambier. Les muscles ischio-jambiers, biceps fémoral, semi-tendineux et semi-membraneux, sont des protagonistes de la flexion du genou et de l'extension de la cuisse. Biceps fémoral, semi-tendineux, semi-membraneux. Partie 54. Partie inférieure de la jambe, loge antérieure. Les muscles de la loge antérieure de la partie inférieure de la jambe permettent la dorsiflexion de la cheville. Le long des extenseurs des orteils et le long extenseur de l'allus permettent l'extension des orteils 2 à 5 et du gros orteil. Tibial antérieur, long extenseur des orteils, long extenseur de l'allus, 3e fibulaire péroné antérieur. Partie 55. Partie inférieure de la jambe, loge latérale. Les muscles de la loge latérale de la partie inférieure de la jambe permettent la flexion plantaire et l'éversion du pied tout en stabilisant la cheville. Long fibulaire péronnier, court fibulaire péronnier. Partie 56. Partie inférieure de la jambe, loge postérieure superficielle. Les muscles gastronémiens et solaires s'insèrent par un tendon commun, le tendon d'Achille, ou tendon calcanéen, sur le calcaneus. Aidés par le muscle plantaire, ces muscles permettent la flexion plantaire du pied. Gastrocnémien, solaire, tendon d'Achille, plantaire. Partie 57. Partie inférieure de la jambe, loge postérieure profonde.
Les muscles profonds de la loge postérieure de la partie inférieure de la jambe permettent la flexion plantaire et l'inversion du pied. Les deux muscles fléchisseurs sont également responsables de la flexion des orteils et le poplité de la rotation de la jambe. Poplité, tibial postérieur, long fléchisseur des orteils, long fléchisseur de l'halus. Partie 58. Pieds, muscles du dos. Les muscles du dessus du pied ou muscles extenseurs du pied permettent d'étendre les orteils. Court extenseur des orteils, court extenseur de l'halus. Partie 59. Pieds, couche plantaire. La première couche plantaire des muscles du pied est également la plus superficielle. Elle regroupe les muscles en charge de la flexion et de l'adduction des orteils. Court fléchisseur des orteils, abducteur de l'halus, abducteur du petit orteil. Partie 60. Pieds, couche plantaire. La deuxième couche plantaire contient les muscles fléchissant les orteils. Carré plantaire, lombricaux. Partie 61. Pieds, couche plantaire. La troisième couche plantaire regroupe les muscles en charge de la flexion et de l'abduction des orteils. Court fléchisseur de l'halus, abducteur de l'halus, court fléchisseur du petit orteil, opposant du petit orteil. Partie 62. Pieds, couche plantaire. La quatrième couche plantaire du pied est également la plus profonde. Elle est composée des interosseux, dorsaux et plantaires qui sont responsables de l'abduction et de l'abduction des orteils. Interosseux dorsaux, interosseux plantaires. Résumé. Système musculaire. Partie 1. Interaction musculaire. Les mouvements du squelette impliquent souvent la réalisation d'actions contraires par des paires de muscles, comme la flexion et l'extension, ou le fait de se courber et de se redresser. Les agonistes de la flexion du coude sont les muscles qui se contractent afin d'amener l'articulation du coude en position fléchie, et les antagonistes sont les muscles responsables de l'action contraire. Partie 2. Site de fixation des muscles squelettiques. Les muscles squelettiques sont fixés au squelette par des tendons. Lorsqu'un muscle se contracte, la partie intermédiaire du muscle raccourcit et rapproche un os de l'autre. Partie 3. Levée de menton. Les muscles en tant que levier de première classe. Le mouvement permettant de lever le menton recourt à un système de levier de première classe. Lorsque les muscles du cou se contractent, ils tirent l'arrière du crâne vers le bas et attirent cette partie de la planche à bascule vers le bas. L'avant du crâne est ainsi soulevé vers le haut. Partie 4. Élévation du mollet. Les muscles en tant que levier de deuxième classe. Pour se tenir sur la pointe des pieds, il faut recourir à un système de levier de deuxième classe. Lorsque les muscles du mollet se contractent, ils sont attirés vers le haut et déplacent le poids du corps sur la plante du pied. Partie 5. Flexion du coude, les muscles en tant que levier de troisième classe. Certains mouvements, comme soulever la main ou fléchir le poignet, recourent à un système de levier de troisième classe. Lorsque les biceps se contractent, ils attirent les os de l'avant-bras vers le haut. Ces os pivotent sur l'articulation du coude et attirent la main vers le haut. Partie 6. Expression faciale, cuir chevelu et sourcils. Les muscles occipitofrontaux et corrugateurs des sourcils font bouger le front et les sourcils, tandis que les muscles élévateurs des paupières supérieures et orbiculaires de l'œil nous permettent d'ouvrir et de fermer les yeux. Partie 7. Expression faciale. Partie supérieure de la bouche. Le muscle orbiculaire de la bouche nous fait pincer les lèvres. Les muscles zygomatiques soulèvent les coins de la bouche.
Les muscles élévateurs élèvent la lèvre supérieure et les coins de la bouche, et le buccinateur comprime les lèvres. Partie 8. Expression faciale, partie inférieure de la bouche. Les muscles abaisseurs attirent la lèvre inférieure et les coins de la bouche vers le bas. Le risorius attire les lèvres vers le côté. Le mentonnier fait dépasser la lèvre inférieure et le muscle possier du cou abaisse la mandibule et tend le cou. Partie 9. Muscles extrinsèques de l'œil. Les muscles droits supérieurs, inférieurs, latéraux et médiaux font regarder les yeux vers le haut, le bas, le côté latéral et le côté médial. Les muscles obliques supérieurs et inférieurs font rouler les yeux vers le bas et le haut. Partie 10. Mastication. Les muscles masséters et temporaux élèvent la mandibule lors de la mastication, tandis que les muscles ptérygoïdiens font avancer la mandibule vers l'avant et permettent d'effectuer un mouvement de broyage d'un côté à l'autre. Partie 11. Langue. Les muscles entourant la langue font bouger celle-ci vers l'avant, le bas et le haut. Partie 12. Le cou. Muscles supra-hyoïdiens. Les muscles supra-hyoïdiens élèvent l'os hyoïde et le larynx. Partie 13. Cou, muscles infrahyoïdiens. Les muscles infrahyoïdiens attirent l'os hyoïde et le larynx vers le bas. Partie 14. Les muscles du cou et de la colonne vertébrale supérieure permettent de fléchir et de faire pivoter la tête et le cou. Partie 15. Colonne vertébrale spléneus. Les muscles spléneus fléchissent latéralement, étirent et font pivoter le cou. Partie 16. Colonne vertébrale, muscles érecteurs du rachis. Les muscles érecteurs du rachis correspondent à des muscles superficiels du dos. Lors de l'extension de la colonne vertébrale, ils agissent comme des muscles protagonistes ou agonistes. Partie 17. Muscles érecteurs du rachis épineux. Les muscles épineux correspondent aux muscles érecteurs du rachis situés en position plus médiale. Partie 18. Muscles érecteurs du rachis, longissimus. Les muscles longissimus se trouvent entre les épineux et les iliocostaux. Ils étirent et fléchissent latéralement la colonne vertébrale. Partie 19. Muscles érecteurs du rachis, iliocostaux. Les muscles iliocostaux sont les muscles érecteurs du rachis situés en position la plus latérale. Ils étirent et fléchissent latéralement la colonne vertébrale. Partie 20. Colonne vertébrale transversaire épineux. Le groupe des muscles transversaires épineux regroupe les muscles semi-épineux, multifluides et rotateurs. Partie 21. Muscles transversaires épineux, semi-épineux. Les muscles semi-épineux sont des muscles profonds du dos permettant d'étendre et de faire pivoter la colonne vertébrale. Partie 22. Muscles transversaires épineux rotateurs. Les muscles rotateurs sont des muscles profonds du dos permettant d'éteindre et de faire pivoter la colonne vertébrale. Partie 23. Colonne vertébrale, muscles segmentaires. Les muscles interépineux étirent la colonne vertébrale tandis que les intertransversaires la fléchissent latéralement. Partie 24. Colonne vertébrale scalène. Les muscles scalènes fléchissent et font pivoter le cou et élèvent les deux côtes supérieures lors de l'inspiration. Partie 25. Colonne vertébrale, muscle fléchisseur de la colonne vertébrale. Le muscle long de la tête, le muscle long du cou et le carré des lombes permettent de fléchir la tête et la colonne vertébrale. Partie 26. Abdomen. Les muscles de l'abdomen ont plusieurs fonctions. Ils compriment et protègent les viscères, favorisent la respiration forcée et font pivoter le tronc. Partie 27. Pelvis, diaphragme pelvien. Les muscles élévateurs de l'anus et coccygien soutiennent le plancher pelvien et l'attirent vers le haut lors de la défécation. Partie 28. Pelvis, muscle superficiel du périnée.
Les muscles transverses superficiels du périnée soutiennent le centre tendineux du périnée. Les muscles bulbo-spongieux et ischio-caverneux maintiennent l'érection du pénis ou du clitoris. Partie 29. Pelvis, muscles superficiels du périnée. Les muscles transverses profonds du périnée soutiennent le centre tendineux du périnée et le sphincter anal externe ferme l'anus. Partie 30. Thorax, respiration. Le diaphragme est le protagoniste de l'inspiration. Les muscles intercostaux externes facilitent l'inspiration, tandis que les intercostaux internes favorisent l'expiration forcée. Partie 31. Thorax. Mouvement de la ceinture scapulaire, groupe antérieur. Les muscles subclaviés, petit pectoral et dentelé antérieur déplacent la scapula et stabilisent la ceinture scapulaire. Partie 32. Thorax. Mouvement de la ceinture scapulaire, groupe postérieur. Le trapèze et les élévateurs des scapulas jouent le rôle de protagonistes dans l'élévation de l'épaule, tandis que les rhomboïdes tirent la scapula vers l'arrière et la stabilisent. Partie 33. Bras, muscles protagonistes. Les muscles grand pectoral, grand dorsal et deltoïde recouvrent l'articulation scapulo-humérale et s'insèrent sur l'humérus. Ces muscles sont les protagonistes du bras. Partie 34. Muscles synergistes fixateurs. Les muscles supplémentaires situés dans la ceinture scapulaire et le bras stabilisent et facilitent les mouvements de l'humérus. Partie 35. Bras, coiffe des rotateurs. Les muscles de la coiffe des rotateurs facilitent la rotation du bras et empêchent la dislocation de l'articulation scapulo-humérale. Partie 36. Avant-bras, muscles fléchisseurs du coude. Le biceps brachial et le brachial sont les principaux muscles de la flexion du coude. Le brachio-radial facilite lui aussi la flexion du coude. Partie 37. Avant-bras, muscles extenseurs du coude. Les muscles triceps brachiaux sont les principaux muscles de l'extension du coude. L'enconé est un muscle synergiste assistant de l'extension. Partie 38. Avant-bras, pronation, supination. Les muscles pronateurs en charge du mouvement de la pronation de l'avant-bras font pivoter le radius. Le muscle supinateur inverse leur action. Partie 39. Mains, muscles fléchisseurs superficiels. Les muscles fléchisseurs superficiels de la main entraînent la flexion du poignet et des doigts. Partie 40. Mains, muscles fléchisseurs profonds. Les muscles fléchisseurs profonds de la main permettent de fléchir le pouce et les doigts. Partie 41. Mains, muscles extenseurs superficiels. Les muscles extenseurs superficiels de la main permettent d'étendre le poignet. Partie 42. Mains, muscles extenseurs profonds. Les extenseurs profonds de la main permettent au pouce d'effectuer un mouvement d'abduction et d'extension. L'extenseur de l'index étend l'index. Partie 43. Droit, muscle ténard. Les muscles ténards de la main permettent le mouvement du pouce, premier doigt. Partie 44. Droit, muscle hypoténard. Les muscles hypoténards de la main permettent le mouvement du petit doigt, cinquième doigt. Partie 45. Doigt, muscle palmaire du groupe intermédiaire. Les mouvements précis des doigts sont effectués grâce aux muscles palmaires du groupe intermédiaire. Partie 46. Cuisse, muscle iliopsoas. Les muscles iliopsoas sont des fléchisseurs de la cuisse. Le grand psoas joue un rôle dans le maintien de la position debout. Partie 47. Cuisse, muscles glutéaux. Les muscles glutéaux étendent et font pivoter la hanche. Partie 48. Cuisse, muscles rotateurs latéraux. Les rotateurs latéraux correspondent à une série de petits muscles situés à proximité de l'articulation de la hanche et permettent la rotation latérale de cette dernière. Partie 49. Cuisse, loge antérieure. Les 4 chefs du quadriceps fémoral permettent l'extension du genou et le sartorius
joue un rôle dans la flexion du genou et de la hanche. Partie 50. Loge antérieure quadriceps. Les 4 chefs du quadriceps fémoral permettent l'extension du genou et s'insèrent par le biais d'un tendon commun, le tendon du quadriceps, sur la patella. Partie 51. Cuisse, loge médiale. Aidés par le pectiné et le gracile, les 3 muscles adducteurs permettent l'adduction et la rotation de la hanche. Partie 52. Loge médiale, adducteur. Les muscles adducteurs permettent l'adduction et la rotation de la hanche. Partie 53. Cuisse, loge postérieure, ischio-jambier. Les muscles ischio-jambiers, biceps fémoral, semi-tendineux et semi-membraneux sont des protagonistes de la flexion du genou et de l'extension de la cuisse. Partie 54. Inférieure, partie inférieure de la jambe, loge antérieure. Les muscles de la loge antérieure de la partie inférieure de la jambe permettent la dorsiflexion de la cheville. Partie 55. Partie inférieure de la jambe, loge latérale. Les muscles de la loge latérale de la partie inférieure de la jambe permettent la flexion plantaire et l'éversion du pied tout en stabilisant la cheville. Partie 56. Partie inférieure de la jambe, loge postérieure superficielle. Les muscles gastrocnémiens et solaires s'insèrent par un tendon commun. Aidés par le muscle plantaire, ils permettent la flexion plantaire du pied. Partie 57. Partie inférieure de la jambe, loge postérieure profonde. Les muscles profonds de la loge postérieure de la partie inférieure de la jambe permettent la flexion plantaire et l'inversion du pied. Partie 58. Pieds, muscles du dos. Les muscles du dessus du pied ou muscles extenseurs du pied permettent d'étendre les orteils. Partie 59. Pieds, couche plantaire 1. La première couche plantaire des muscles du pied est la plus superficielle. Elle regroupe les muscles en charge de la flexion et de l'abduction des orteils. Partie 60. Pieds, couche plantaire 2. La deuxième couche plantaire contient les muscles fléchissant les orteils. Partie 61. Pieds, couche plantaire 3. La troisième couche plantaire regroupe les muscles en charge de la flexion et de l'adduction des orteils. Partie 62. Pieds, couche plantaire 4. La quatrième couche plantaire du pied est la plus profonde. Elle est composée des interosseux, dorsaux et plantaires qui sont responsables de l'abduction et de l'adduction des orteils. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@lerest.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lerest.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.